Comment votre bon vieux manteau d'hiver peut-il vous garder bien au chaud lorsque les grands froids arrivent? Comment les dessins animés se sont-ils merveilleusement bien adaptés avec la révolution informatique? Comment les champignons dits de Paris se retrouvent-ils sur les tablettes d'épicerie quelques heures seulement après leur cueillette? Et pourquoi les bijoux durent-ils souvent plus longtemps que l'amour de ceux ou celles qui les ont donnés? C'est ce que vous apprendrez en découvrant comment ils sont faits. De quoi serait fait notre manteau idéal? Celui qui nous garderait bien au chaud durant les froids les plus frettes. Eh bien, oubliez tout de suite la toison d'ours polaire, de bison des prairies ou de mammouth cloné. Notre manteau idéal serait fait à 100% d'air, car l'air est le meilleur isolant qui soit. Malheureusement, le problème, c'est de bien le conserver entre le froid et le frileux. C'est ce que font très bien les animaux nordiques, avec leurs poils de forme creuse ou les fibres synthétiques, qui les imitent à merveille. Un manteau d'hiver haut de gamme vous gardera bien au sec et bien au chaud, sans les grosses rembourrures qui vous donnent l'air de peser 10 kilos en trop. Le styliste dessine un patron à l'ordinateur. Une imprimante géante le transfère ensuite sur papier. Le tailleur étend tout le tissu qui deviendra bientôt un manteau. Il déroule ensuite le patron et l'épingle, bien comme il faut. Armé de ses ciseaux électriques, il s'attaque à plusieurs couches de tissu à la fois. Les ciseaux se promènent dans tous les sens et découpent le patron comme s'il s'agissait des pièces d'un casse-tête. En bout de ligne, on obtiendra deux manteaux. Un qui isole, l'autre qui coupe le vent. Cousus ensemble, ils n'en feront qu'un. Pour fabriquer la partie isolante, on a besoin d'une doublure de nylon, d'une pellicule pour stabiliser et protéger l'isolation et de l'isolant lui-même, fait de polyester. Morceau par morceau, toutes ces couches sont solidement cousues ensemble. On coupe l'isolant qui déborde, puis on s'assure de maintenir bien en place celui qui reste. Maintenant qu'on a complété chacune des pièces du manteau isolant, il ne reste plus qu'à les coudre ensemble. Prochaine étape, le coupe-vent. L'extérieur est fait d'un nylon épais, tandis que la doublure est criblée de trous assez larges pour laisser l'humidité s'échapper, mais quand même assez petits pour empêcher les gouttelettes d'eau et de vent d'y pénétrer. Le moment est enfin venu de prendre nos deux manteaux pour n'en faire qu'un. Aucune couture ne doit passer à travers le manteau, car cela ouvrirait une petite porte à l'air froid. On assemble donc les deux manteaux seulement là où c'est nécessaire, au col, au poignet, à l'ourlet et tout le long de la fermeture éclair. Mais pas n'importe quelle fermeture éclair. Celle-ci résiste à la corrosion et sa glissière plaquée au nickel dure 7 fois plus longtemps qu'une glissière ordinaire. Jusqu'à maintenant, le manteau ne nous a montré que sa face cachée. L'étape de la finition nous permet enfin de le retourner du bon côté. Ces boutons pression ultra robustes sont tellement bien ancrés entre les fibres du tissu qu'ils ne le déchireront jamais, même après des années d'utilisation. Certains manteaux sont ornés de broderies décoratives. Encore une fois, l'ordinateur se met au service des stylistes pour élaborer le patron. Cette machine brode 5 manteaux à la fois.
Il faut 1h15 pour compléter ce dessin de hibou. Toutes ces opérations nous donnent un manteau stylisé, dont l'arme secrète est cette couche isolante bien cachée, qui créera une barrière à la froideur de l'hiver, simplement en piégeant de l'air. De Félix le Chat à Final Fantasy, le dessin animé a beaucoup évolué. Les techniques se sont multipliées et les procédés sont de plus en plus raffinés. Les pixels de l'écran d'ordinateur ont succédé au papier, acétate et pellicule photo. Aujourd'hui, certains puristes optent toujours pour les 24 dessins par seconde. Mais de plus en plus d'artistes sont conquis par les possibilités qu'offre l'informatique. Premier élément indispensable, le scénario. On y retrouve les dialogues, mais aussi la description physique des personnages et de l'arrière-plan. Les personnages prennent vie entre les mains du directeur artistique. Pour les mettre sur papier, il a besoin d'un crayon plomb, d'un crayon feutre, et d'une bonne gomme à effacer. Il ajoute ici un peu d'ombrage pour créer du relief. Lorsque tous les personnages sont dessinés, il s'attaque à l'arrière-plan et dessine chacun des objets qu'on y retrouve. Le dessinateur en charge du découpage met tout le film sur papier, dessin par dessin. L'équipe de production suivra ce découpage aussi fidèlement qu'une couturière, son patron. On agrandit les dessins, on les numérise, puis on les reproduit dans l'ordre chronologique sur l'écran d'un ordinateur. C'est ce qu'on appelle une animatique, ou version en 2 dimensions du film, mais sans l'animation. Au même moment, les animateurs s'affairent justement à donner vie aux personnages. À l'aide de logiciels spécialisés, ils construisent le squelette qui permettra de reproduire toute une variété de mouvements. Les personnages acquièrent ensuite leurs 3 dimensions. On élabore tout d'abord leur forme en utilisant une structure de fil de fer. On ajoute ensuite la couleur et les vêtements. Les traits du visage méritent qu'on s'y attarde un peu, leur ajoutant texture et ombrage. Très important, synchroniser la bouche du personnage avec le dialogue. Pour cela, on fait encore appel à des logiciels. Le technicien travaille syllabe par syllabe en choisissant le mouvement idéal pour chaque son. Ce procédé minutieux prend à lui seul plusieurs mois. L'éclairage est aussi important dans un dessin animé que dans un film avec de vrais acteurs. Il crée du relief et ajoute du réalisme. Les animateurs intègrent les personnages et les objets aux arrière-plans. À l'aide des mouvements déjà programmés dans l'ordinateur, ils transforment enfin les images bidimensionnelles du film en animation 3D. Ne manque plus que les retouches finales du réalisateur. Ce dernier peut raccourcir ou allonger un plan, de même qu'ajouter quelques détails à l'arrière-plan. Pendant ce temps, en studio, la bande sonore prend forme. Des acteurs enregistrent les dialogues. Un technicien se charge de superposer les voix, la musique et les effets sonores en se servant d'un logiciel conçu spécialement pour ça.
On synchronise ensuite la bande sonore avec le premier montage du film. Puis, l'ultime peaufinage. On joue avec les couleurs et les textures. On donne un maximum de fluidité au mouvement des personnages. Après une année complète de travail, ce dessin animé par ordinateur de 24 minutes est finalement terminé. Quel enfant soupçonnerait qu'il contient plus de 42 300 dessins? Cultiver des champignons, on pourrait croire que c'est facile, entre autres en observant les murs d'une cave rongés par la moisissure. Malheureusement, les champignons comestibles sont beaucoup moins prolifiques. Pour les multiplier, il faut attendre qu'ils libèrent des milliards de spores dans les airs, puis se croiser les doigts en espérant qu'ils atterrissent au bon endroit. Les cultivateurs trichent toutefois un peu en insérant les précieux spores dans des semences d'autres espèces, comme du blé et des carottes, puis en les plantant où bon leur semble. Les champignons poussent dans le compost et non pas en terre. Les ingrédients de base, du fumier de cheval et de la paille. Les champignons ont besoin d'un juste équilibre entre l'humidité et l'air pour pousser normalement. Les fermiers doivent donc tourner fréquemment le mélange pour bien l'aérer. Ils l'arrosent aussi quotidiennement, ce qui stimule l'activité chimique et biologique. De l'ammoniac se forme et les micro-organismes se multiplient, produisant ainsi de la chaleur. Le compost idéal contient environ 2% d'azote. On ajoute donc des excréments de poulet. Les fermiers incorporent aussi du gypse à leur mélange. Ce minerai améliore la structure du compost et neutralise son acidité. Après une semaine ou deux, on envoie cette mixture organique dans un composteur qui arrose, aère et mélange bien le tout. Le compost ressort de là avec une puissante odeur d'ammoniac. Il faudra ensuite le pasteuriser, c'est-à-dire éliminer les insectes nuisibles et leurs œufs, en chauffant le compost durant plusieurs jours. On le refroidit ensuite graduellement, afin que les micro-organismes transforment l'ammoniac en protéines d'azote, un élément nutritif essentiel pour les champignons. Le fermier peut alors y semer des graines de blé, à l'intérieur desquelles il a inséré des mycéliums de champignons, de tout petits filaments qui agissent comme des racines. 2 semaines plus tard, les champignons commencent à se développer. Ils croissent rapidement, doublant de volume toutes les 24 heures. Et ils n'ont pas besoin de lumière pour se développer ainsi. Tout le contraire des plantes vertes, qui, elles, utilisent la lumière comme principale source d'énergie pour transformer le gaz carbonique en oxygène. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Les champignons, à l'inverse, absorbent l'oxygène et rejettent le gaz carbonique. La lumière n'est donc d'aucune utilité dans ce processus. Trois jours plus tard, les petits champignons sont prêts pour la récolte. Les cueilleurs doivent faire très attention aux racines, car si on les laisse intactes, elles donneront de nouvelles récoltes durant 3 semaines, à des intervalles de 3 à 5 jours. Pour stopper le processus de croissance, les champignons seront réfrigérés pendant 1 demi-heure, juste au-dessus du point de congélation. Sur la ligne d'empaquetage, des employés pèsent les champignons et une machine les scelle dans un contenant, tête en haut. Cette même machine perfore l'emballage pour laisser les champignons respirer.
Cela leur assurera une durée de vie plus longue sur les tablettes. Les champignons resteront au réfrigérateur jusqu'à leur départ, le lendemain. Du compost à l'arrivée triomphale chez le marchand, 12 semaines se sont écoulées. Êtes-vous de ces incurables romantiques qui ne rêvent qu'au moment où l'être aimé vous présentera une superbe bague en vous faisant la grande demande? Eh bien, peut-être qu'avant de vous faire passer la bague au doigt, vous aimeriez savoir comment c'est fait. Dès 2000 ans avant Jésus-Christ, les rois et reines d'Égypte se paraient de bijoux en or, incrustés de pierres précieuses. Lorsque les Espagnols ont envahi le Nouveau Monde en 1492, ils ont découvert que les Mayas et les Aztèques créaient eux aussi de tels chefs-d'œuvre. De nos jours, tout ce faste est hors de portée pour l'individu moyen, à l'exception de la bague de diamant, encore et toujours le symbole de l'amour éternel. Avant toute chose, le bijoutier tente de connaître les goûts de sa cliente. Puis, il lui mesure le doigt pour en déterminer la taille exacte. Ici, c'est du 6. En une esquisse, la cliente voit apparaître la bague de ses rêves. Voici l'artisan qui donnera vie à ce croquis. Il travaille avec une cire spéciale, beaucoup plus dure que de la cire de chandelle. Avec son compas et sa scie, il détermine la largeur de la bague, repère la taille 6 sur ce bâton, ajuste ensuite son compas et trace le futur passage du doigt. Grâce à la perceuse, la bague prend graduellement forme. Toujours avec son compas, il fait une marque au centre de l'anneau, puis sculpte une rainure. Il affine ensuite cette rainure et façonne les courbes de la bague. Après avoir orné la bague de pointe de cire, il y attache une tige, également en cire. Il place ensuite cette tige dans la base du cylindre que le bijoutier utilisera pour couler l'anneau. Le voici, ce fameux cylindre. Le bijoutier y verse un plâtre spécial. On crée ensuite un vide afin d'évacuer l'air de ce plâtre, une étape cruciale car si la moindre bulle d'air subsiste, la forme de l'anneau laissera à désirer. Cette étape prend moins d'1 minute. Dans le fourneau, il fait tellement chaud que la cire s'évapore et laisse un espace vide aux dimensions exactes de la future bague. Il faut maintenant faire fondre l'or. On mesure en carats la teneur en or d'un bijou. Cet anneau aura 14 carats ou 58,5% d'or. Tout le reste sera fait de matériaux moins dispendieux comme le nickel, l'argent ou le cuivre. Après avoir passé 5 heures dans le fourneau, le cylindre est prêt pour la machine à couler. Elle tourne comme ça durant environ 1 minute. C'est la force centrifuge qui pousse l'or liquéfié à l'intérieur du moule de plâtre. Rien de tel qu'un petit plongeon pour refroidir l'or et aider le plâtre à se désintégrer. Et non, ce n'est pas encore fini. La surface de l'anneau d'or est encore trop rugueuse. Le bijoutier se débarrasse de la tige et entame le travail de finition. Il étampe ensuite sa marque de commerce et le nombre de carats. La forme parfaite s'obtient à grands coups de marteau. Un spécialiste en polissage prend ensuite le relais. Une série de roues, comme celle-là, donneront à l'anneau toute sa brillance et son lustre.
Un autre spécialiste s'empare de la bague, celui des pierres précieuses. Il commence par redresser les pointes. Puis, il découpe doucement l'intérieur de celle-ci afin que les diamants y tiennent parfaitement. Encore un petit ajustement. Et enfin, un premier diamant. À 1 carat, celui-ci a intérêt à rester bien en place. Deux plus petits diamants d'1 demi-carat le rejoignent. Le bijoutier immerge la bague dans une machine à ultrasons. À travers l'eau, ces derniers pénètrent coin et recoin pour déloger toute la saleté. Sous un jet de vapeur à haute pression, on se débarrasse des résidus les plus coriaces. Et voilà, avec une bague comme celle-là, comment ne pas s'exclamer « Oui, je le veux ». Merci d'avoir partagé avec nous le plaisir de découvrir comment c'est fait. Gageons que vous ne verrez plus de la même manière les objets qui vous entourent. À la prochaine! Si vous avez des commentaires à formuler sur cette émission ou désirez soumettre des idées de sujets, communiquez avec nous au www.commentcetfait.com.